Chers amis, merci d'être à nouveau fidèles au rendez-vous de notre chaîne YouTube et de notre cher Henri Lafontaine. Nous allons ce soir approcher, ou ce matin, ou ce midi, selon l'heure à laquelle vous nous regardez, nous allons approcher des sujets très forts. Parce que notre invité, Simon Gronowski, maître Simon Gronowski, est à la fois avocat, c'est aussi sur un mode qu'il affectionne, et peut-être plus léger, un pianiste de jazz, c'est surtout aussi un rescapé de la Shoah. C'est celui que l'on a surnommé l'enfant du 20e convoi, on va y revenir. C'est un homme épris de paix, de dialogue, autant de fonctions, juriste, paix, dialogue, qui correspondent évidemment à la trajectoire de maître Henri Lafontaine, juriste, qui était un adepte du pacifisme, un des fondateurs du Bureau international de la paix, et qui a beaucoup milité dans le cadre de son prix Nobel de la paix de 1913 pour l'arbitrage comme solution au raccord entre les peuples. Avec Simon Gronowski, nous allons arpenter quelques moments de l'histoire. Bonjour Simon. Bonjour Eddy. On se connaît Simon, donc on va se tutoyer. Oui. Ce sera plus simple. Simon, est-ce que l'enfant caché, on va revenir sur les circonstances évidemment, Oui. dramatiques de ton enfance et puis de ta déportation, mais est-ce que l'enfant caché, puisque tu vas échapper finalement aux nazis, est-ce que l'enfant caché Simon Gronowski aurait pu imaginer d'être un jour l'homme qui maintenant parcourt la planète, va des États-Unis à la Belgique, à la France et ailleurs, porter le message que tu portes? Est-ce que tu aurais pu l'imaginer à l'époque, ou est-ce que tu croyais que ta vie était en grosse partie finie déjà? La réponse est non. Et j'aurais préféré ne pas vivre ces événements, ne pas perdre ma mère et ma sœur à Auschwitz et mon père mort désespéré juste après la guerre. Et j'aurais voulu ne pas devoir m'évader d'un train de la mort. Je ne savais pas que c'était un train de la mort, parce qu'on disait qu'on partait pour travailler, pas pour mourir. Et j'aurais préféré tout ça et ne pas devoir parcourir le monde et raconter et expliquer ces événements. J'aurais préféré ça. En fait, Simon, tu nais le 12 octobre 1931 à Uccle. Oui. Tu es le deuxième enfant de la famille. Tu as une grande sœur, Ita. Tu as des parents, en tout cas, qui sont, comme beaucoup à l'époque, de familles juives originaires d'Europe centrale, de Pologne, de Poméranie. Ils viennent en Belgique dans l'espoir de trouver mieux que les pogroms et la violence qui régnaient aussi en Europe centrale. Est-ce que cette vie d'avant la guerre était une vie difficile sans doute, mais joyeuse? Mais d'abord, la vie de mes parents était très difficile, parce que mon père est né dans un petit village en Pologne et il aimait la Pologne, c'était sa patrie. Mais après la Première Guerre mondiale, 14-18, il y a eu beaucoup de problèmes en Pologne, du chômage, la misère, la brutalité et de l'antisémitisme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas les juifs. Et moi, je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer telle ou telle personne déterminée. Mais on ne peut pas généraliser, ni humilier, ni maltraiter, ni brutaliser, ni tuer. Et ça se passait à l'époque dans les pays de l'Est. Alors mon père s'est enfui. Il a quitté sa patrie bien-aimée. Il a traversé l'Allemagne. Il avait 20 ans, 22 ans. Il est arrivé à Cologne, à Aix-la-Chapelle. Et là, il a décidé d'entrer en Belgique. Clandestinement. En fraude, exactement. Et pour franchir la frontière belgo-allemande, il a marché toute une nuit dans une forêt. Il est entré en Belgique sans papier. C'était un sans-papier avant la lettre. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je te le dis. Je suis solidaire des sans-papiers d'aujourd'hui, des réfugiés d'aujourd'hui, des immigrés d'aujourd'hui,
parce que je suis moi-même un fils d'immigrés, et d'immigrés juifs en outre. Et je n'ai jamais renié mes origines. Et donc, je suis solidaire de ces personnes déplacées d'aujourd'hui. Et je dis que l'honneur de mon pays, la Belgique, c'est d'accueillir ces gens avec humanité et dignité. Et je dirais aussi en traitant tous les réfugiés de la même manière. Alors mon père est entré, il a trouvé la Belgique accueillante, il a été accueilli, il a été rapidement régularisé. Seulement, à Bruxelles, à l'époque, au début des années 20, il y a beaucoup de misère. Et mon père était obligé d'aller travailler dans la mine de charbon en Wallonie, au charbonnage de Bray, B-R-A-Y, près de Binche, plusieurs mois dans la mine. Et c'est là qu'il a attrapé la maladie des mineurs, qui respirent au fond de la mine la poussière de charbon qui abîme leurs poumons et qui provoque des maladies comme la silicose, que moi j'appelais la bronchite chronique, car mon père toussait beaucoup. Alors il est sorti de la mine après plusieurs mois et il a commencé une affaire commerciale dans le cuir, le commerce des valises, des sacs de dames, des porte-monnaies, portefeuilles en lézard, en vachette, en marocain, enfin tout ça. Et ça marchait tellement bien que d'abord il a retrouvé une jeune fille qui venait de Lituanie. Ils se sont mariés près de Liège, à Grivenier, en 1923, et ils ont eu 2 enfants. Ta sœur qui est née là-bas? Ma sœur Ita, elle est née à Liège le 24 septembre 1924. Et puis mes parents ont déménagé à Bruxelles, et moi je suis né à Uccle, à Edith Cavell exactement. Et le 12 octobre 1931, donc aujourd'hui j'ai, incroyable mais vrai, j'ai 93 ans, la vie passe très vite d'ailleurs, et ils ont même pu s'acheter leur propre maison à Etterbeek, avec un magasin au rez-de-chaussée que moi j'appelais comme enfant le magasin de sacoches. Et ma sœur était une brillante élève au lycée d'Ixelles. Elle avait 7 ans de plus que moi. Qu'est-ce qu'elle m'impressionnait avec son grec et son latin. Elle première en littérature. Et surtout, elle était une grande pianiste classique qui aimait le jazz. Et moi, j'étais à l'école primaire d'Etterbeek, place Saint-Pierre, et puis avenue du 11 novembre. Mais j'étais surtout un petit louveteau des scouts de ma commune d'Etterbeek. Et moi, j'adorais les louveteaux. C'était ma vie. Tu étais Bambi. On m'avait surnommé Bambi. Il paraît que c'est parce que j'étais un bout en train. Je ne sais pas. Mais enfin. Tu l'es resté. Plaît-il? Tu l'es resté. Je ne sais pas. Si. Je ne sais pas. C'est pas à moi d'en juger. Sur scène, en tout cas, tu l'es. Bon, tant mieux, tant mieux. C'est vrai que j'aime rire. J'aime rire. En fait, les années d'enfance sont donc difficiles, on l'a compris, parce que les parents doivent travailler, la santé de ton père est mauvaise. Mais en même temps, il y a un bonheur à la maison. Ce bonheur va être complètement laminé avec l'arrivée des nazis, des troupes nazies ici en Belgique et à Bruxelles. Là, tes parents, comme toi, comme ta sœur, vous allez être dès 1942 obligés de porter l'étoile jaune. Et là, tes parents se disent quoi? On a peur, on va aller se cacher dans une autre famille parce qu'il faut échapper à la haine de tout le monde? Mes parents ne me disaient rien, mais je sentais bien qu'ils étaient inquiets. Parce que
quand les nazis hitlériens ont envahi la Belgique en mai 1940, et Hitler, lui, avait une parano. Il voulait tuer tous les Juifs. Et rapidement, ils ont pris des mesures contre eux. Avant la guerre, on était une famille qui avait atteint un degré de prospérité et de bonheur et d'unité. C'était une famille unie, heureuse, mais simple, quelconque, ma famille, ordinaire. Mais là, avec toutes ces mesures, mes parents étaient inquiets. La première mesure, aller s'inscrire dans les communes. Et les communes devaient envoyer les registres de juifs à la Gestapo. Et ainsi, les nazis avaient d'avance tous les noms et les adresses des futures victimes. Interdiction de travailler, d'être professeur ou agent communal. Et les commerces étaient confisqués. Ils sont venus dans notre petit magasin, ils ont tout pris. La marchandise et même les livres comptables. Interdiction d'aller à l'école. Et à un moment donné, à Beaujeu, comme tu l'as dit, obligation de porter une étoile jaune sur les vêtements pour être bien distingué, discriminé, humilié. Et les gens obéissaient à ces mesures, craignant d'être dénoncés et punis en étant envoyés à Brendonck. Brendonck était un camp d'interrogatoire, de torture et d'exécution. Il y a combien de jeunes Belges, pas des Juifs, qui là, à Brendonck, ont été torturés, des résistants, et exécutés, et les nazis exécutés par fusillade et même par pendaison à Brendonck. Alors les gens obéissaient à ces mesures. Et puis ils ne savaient pas que chaque mesure était un pas vers la mort, car les nazis s'attaquaient à une population sans défense d'une façon lâche et traître. Lâche, ils s'attaquaient à des femmes, à des enfants, à des bébés, à des personnes âgées. C'est lâche. Et en traître, car ils annoncent un beau jour que les Juifs doivent partir travailler dans des camps de travail. Plus à l'est. Mais au bout du voyage, les gens ne devaient pas travailler. On les faisait entrer immédiatement dans des grandes salles. On les tuait par le gaz. Et on brûlait les corps dans des fours crématoires. Donc, c'était... Voilà, c'était une période terrible. Et moi, je tournais le dos à tout ça, j'allais au scout. Je tournais le dos, je voyais bien que mes parents étaient accablés. J'entendais des bribes de conversation. Par exemple, j'entendais, ils ont fait une rafle dans les rues, à la porte de Namur. C'est-à-dire, ils cernaient les quartiers, ils arrêtaient les trams, et tous ceux qui portaient une étoile devaient monter dans un camion et en route pour les chambres à gaz, via Malines, parce qu'ils ont choisi cette caserne d'Ossin à Malines pour rassembler les gens avant leur déportation, comme salle d'attente avant la déportation, parce que c'est une grande caserne, on pouvait loger 2-3 000 personnes. Voilà, c'était des événements. Mais moi, j'ai tourné le dos à tout ça. J'avais 9 ans, 10 ans, et j'allais au scout, parce que j'adorais les louveteaux. Et ma sizaine, c'était les vers. Et je criais à mes louveteaux, « Vers soi !» Ils répondaient, « Fier !» Est-ce que dans ton entourage, dans votre entourage autour de la famille, les voisins, les voisines, tes copains au scout, est-ce qu'ils acceptaient de vous fréquenter ou ça devenait de plus en plus difficile en se disant on ne fréquente pas les juifs, c'est trop risqué? Non, j'ai jamais senti ça, moi. J'ai jamais senti un rejet quelconque. D'ailleurs, en Belgique, il y a d'innombrables personnes, souvent de conditions modestes, qui se sont portés au secours des Juifs persécutés, n'écoutant que leur cœur. Ça, c'est la Belgique. Et la Belgique, les Belges n'aimaient pas l'occupant, parce qu'ils avaient d'abord un mauvais souvenir de l'occupation allemande,
de 14-18. Parce qu'en 14-18, l'armée allemande en Belgique a commis des crimes. De très gros crimes. Oui. Et les Belges n'aimaient pas en général. Mais il y avait quand même quelques traîtres, hein, quelques collabos. En Wallonie comme en Flandre. Hein. Le plus grand, c'était un Wallon. De Grelle. De Grelle. En fait, Simon, un jour, puisque ta famille, tes parents, ta sœur et toi, vous déménagez pour aller chercher un refuge, le commerce ayant été repéré comme un commerce juif, c'était devenu risqué. Vous allez vous réfugier chez d'autres, des amis, et là vous allez dénoncer et vous allez être déporté. Pas tous. Ton papa est à l'hôpital. Oui. Il échappe donc parce que ta maman dit qu'elle est veuve. Oui. Et par contre, ta sœur, ta maman et toi-même, vous êtes emmenés à Malines. D'abord à la Gestapo avenue Louise et puis à Malines. Exactement, oui. On est allé se cacher dans un petit appartement à Woluwe-Saint-Lambert. La maison existe encore, rue de la Cambre, 326, je ne peux pas l'oublier, ça donne dans l'avenue de Broqueville. Et on va là le 1er septembre 42. Et 6 mois plus tard, le 17 mars 43. Mon père, heureusement, n'est pas là. Il avait été hospitalisé parce qu'il avait un problème des poumons, justement. Et c'est le petit déjeuner. Ma sœur est devant moi. Sur la table, le café est chaud. Ma mère est à ma droite. Il est 9 h du matin. Ma sœur m'a préparé mes tartines à la confiture. Parce que ma sœur avait 7 ans de plus que moi. Et c'est elle qui s'est occupée de mon éducation. C'est elle qui m'a fait lire mes premiers livres. À 6 ans, elle me faisait lire La Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie. Elle m'a donné le goût de la lecture. Elle m'a tout appris, ma sœur. Elle s'était prise d'amour pour son petit frère. Et donc, on sonne et on ressonne. Nous nous regardons tous les trois, paralysés. Tous nos projets de fuir par les jardins arrière s'avérèrent vains. Tout d'un coup, la porte s'ouvre, 2 hommes entrent en civil et qui crient en allemand « Gestapo, Papieren !» Ma mère se lève toute blanche. Elle tend sa carte d'identité. Le nazi regarde et se montre satisfait. Oui, c'est bien la famille Gronowski. Nous avions été dénoncés et je n'ai jamais su par qui. Tu as cherché à savoir? Oui, mais il n'y a pas moyen. Je me suis informé, j'étais dans des administrations après la guerre. J'ai jamais su qui nous a dénoncés. Et ils nous ont amenés d'abord à la Gestapo avenue Louise. On nous a, je dirais même, jetés dans une cave. Et je suis resté là, avec ma mère et ma sœur. Et le lendemain, on a été conduits en camion à la caserne de Saint-Malines. Et là, je suis resté 1 mois détenu prisonnier. Dès que tu arrives à Dossin, à la caserne, on va aussi t'accrocher, comme au cou de ta mère et de ta sœur, un panneau. Toi, comme ta mère, ce panneau commence par le double X, pour 20e convoi. 20e convoi. Ta sœur, elle, c'est le B, parce que ta sœur, depuis qu'elle a 16 ans, est belge, et que le statut des Juifs belges est différent. Vous êtes considérés comme étrangers. Oui. Dans cette caserne, ma sœur était internée comme moi, mais la loi belge, à l'époque, disait que les enfants d'étrangers, comme elle et moi, nés en Belgique, comme elle et moi, pouvaient décider à 16 ans de demander la nationalité belge. Ce que ma sœur avait fait. Elle était née en 1924, elle a eu 16 ans en 1940, elle a fait la demande pour être belge, elle était belge. Et à l'époque, les nazis n'osaient pas déporter les juifs belges.
craignant les réactions du peuple belge, sachant que le peuple belge était un peuple humaniste et frondeur, et que les Belges gardaient un mauvais souvenir, comme je l'ai dit, de la première occupation. Mais moi, j'étais encore étranger. À 11 ans, je n'étais pas dans les conditions pour devenir belge. Ils ne déportaient que les étrangers. Ma sœur n'était pas déportable, mais n'était pas libérée pour autant. Elle sera d'ailleurs déportée par le 22e 5 convoi. mois plus tard, elle sera déportée, le convoi numéro 22. Et quand elle est déportée, elle, 5 mois plus tard, après 6 mois d'internement sous les nazis, elle ne sait pas encore qu'elle part pour la mort. Elle croit qu'elle part pour travailler. Je le sais parce qu'elle a laissé des écrits en ce sens. En fait, ta mère et toi, vous allez donc être embarqués dans ce 20e convoi. Ce sont des convois de soirée et de nuit. Hein. Le 18, il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup d'enfants dans cette caserne. Avec ces enfants, elle peut parfois discuter, courir dans la cour intérieure, parce que ce que les nazis voulaient faire, c'était pas tuer 2-3 personnes, mais tuer un peuple. Et quand on veut tuer un peuple, c'est-à-dire faire un génocide, il faut d'abord tuer les enfants, puisque les enfants, c'est l'avenir d'un peuple. Il y avait dans le convoi, le 20e convoi, il y avait 1600 déportés, dont à peu près 250 enfants, dont enfants de moins de 16 ans. Parce qu'à l'arrivée, ils gardaient les déportés de plus de 16 ans comme bagnards. Le travail forcé dans le froid, dans la chaleur, sans manger, sans boire, sous les coups. La mort lente. Mais pour moi, si j'étais arrivé, je n'aurais pas été admis dans le camp d'Auschwitz et immatriculé, tatoué sur le bras d'un numéro. J'aurais été directement envoyé dans la chambre à gaz. J'avais aucune chance si j'étais arrivé à mon âge. Et malheureusement, ta maman et ta sœur, successivement... Ma mère et ma sœur sont arrivées, elles ont été gazées immédiatement. Et donc, le 18 avril 1943, on dormait à Malines dans des salles de 100 personnes sur des constructions de bois de 3 niveaux avec des matelas de paille. Et là, le 18 avril, un monsieur est venu et nous a dit « Vous attendez depuis des semaines, des mois, mais maintenant vous partez, le train est là, il vous attend. Vous partez demain. » Les gens demandent « Où allons-nous ? Vous allez travailler. » On sait bien, mais où ? Ne vous inquiétez pas. Et le lendemain, j'ai dit au revoir à ma sœur, ne sachant pas que je la verrai plus jamais. Et j'ai quitté cette caserne de malheur pour me retrouver entre deux haies de militaires, casqués, armés d'un fusil, des Waffen-SS, vers un wagon béant qui me paraissait immense. C'était un wagon à bestiaux, pas de siège. On a dû grimper là-dedans avec une petite échelle parce que c'était assez haut. Et j'étais là, entouré avec ma mère, entouré d'une 50aine de personnes. C'était le quota, 50 personnes par wagon. Donc il y avait à peu près 33-34 wagons. Et pas de lumière artificielle. La lumière n'arrivait que par 2 petites ouvertures. La porte coulissante s'est fermée dans un grand bruit métallique. Et je ne comprenais rien à ce qui se passait. Moi, j'étais encore dans mon univers de louveteau. Je pensais à mes copains louveteaux qui allaient en forêt de Soignes s'amuser. Et je ne savais pas que j'avais été condamné à mort et que ce train allait me conduire sur les lieux de mon exécution. Et par miracle, j'ai sauté du train, dans certaines conditions. Mais le train n'a pas bougé de toute la journée, parce que les nazis craignaient que si le train s'arrête à une gare belge et que des voyageurs sur le quai ou des ouvriers rentrant de leur travail entendent un appel au secours de l'intérieur ou un bras qui sort par cette petite ouverture, cela aurait fait mauvaise impression. Le train n'a commencé à rouler que le soir, et à ce moment-là,
C'était le noir total. En fait, ce train prend donc la route le soir. Ce train a une histoire particulière. 3 jeunes résistants, Jean-Franck Lemont, Mestrio et Jura Lifshitz, ont décidé d'arrêter ce train. Ils le font avec un revolver et une lampe tempête. Ils arrivent à ralentir en tout cas le convoi. Eux n'arriveront à ouvrir qu'un ou 2 wagons et faire échapper quelques personnes, mais quand le train redémarre, la porte de ton wagon s'ouvre aussi à un moment donné plus loin, et c'est là que ta mère va te convaincre de sauter. Toi, tu crois qu'elle va sauter avec toi? Oui. Donc le train commence à rouler le soir. Il fait noir. Il s'est passé alors une chose extraordinaire. Ça vient très vite. Parce qu'entre Malines et Louvain, il y a une petite ville flamande, Boort-Meerbeek. Et là, 3 jeunes garçons de 20 ans, 25 ans, ont réussi à arrêter le train. Ils ont mis sur les rails une lampe tempête avec un papier rouge, signal d'arrêt pour le machiniste. Mais moi, du fond de mon wagon, j'ai senti que le train s'arrête. Et j'entends qu'on court le long du train en tirant des coups de feu et en hurlant en allemand. C'était l'escorte de Waffen-SS qui avait remarqué quelque chose. Mais à ce moment-là, moi je ne sais rien, je ne vois rien, mais j'entends les coups de feu. Et le train est reparti. Et j'ai tombé endormi dans les bras de ma mère. Mais ce n'est qu'après la guerre que j'ai appris ce qui s'est passé là à Boort-Meerbeek. Et après la guerre, j'ai appris que 3 jeunes se sont décidés à attaquer le train, à l'arrêter avec cette lampe tempête. Et ils ont ouvert un wagon, le wagon des numéros 700 et des. Et ils ont fait sortir 17 personnes qu'ils ont libérées. Fait unique de toute la guerre. Mais moi, je ne savais rien à l'époque. J'ai appris ça après la guerre. Moi, j'ai entendu les coups de feu. Et le train est reparti, et je suis tombé dans les bras de ma mère endormie, avec l'impression que des hommes de mon wagon, déportés comme moi, encouragés par le bruit de l'attaque, essayaient d'ouvrir la porte de l'intérieur. Et de fait, à un certain moment, ma mère me réveille, le train roule, mais la porte est ouverte. Et je sens l'air frais qui entre dans ce wagon. J'entends plus distinctement le fracas des roues sur les rails. Alors ma mère me prend par la main. Elle me conduit vers la porte. Et elle te dit saute. Non. Elle me fait asseoir. J'explique. Elle me fait asseoir sur le bord du wagon. Et puis elle me fait descendre doucement jusqu'à ce que mes pieds soient sur le marchepied. Là, je me redresse. Je trouve la main gauche une barre verticale métallique. Ma mère me tient solidement par les vêtements et par les épaules. Je me redresse, j'ai tout mon équilibre. Mais au début, je n'ose pas sauter. Ce train va quand même vite. Il va vite. Et la proximité, la végétation qui défile sous mes yeux me donne encore une plus grande impression de vitesse. Et puis, je n'ai qu'11 ans. Et je suis là. Et ma mère m'a dit alors, à ce moment-là, le train va trop vite. Elle m'a dit ça dans sa langue, le yiddish. Der Zug geht zu schnell. Mais tout d'un coup, il ralentit. Elle me lâche, je saute. Et j'atterris souplement sur le sol. Ça s'appelle là le ballast. Je ne tombe pas, je ne me fais pas mal, je ne me blesse pas, je suis debout. Et ce train continue à rouler doucement vers l'avant. Grande masse sombre dans la nuit.
sifflant, crachant sa vapeur. Car c'était un train, pas électrique, mais avec du charbon. Et j'attends ma mère, je crois qu'elle va sauter, elle va me rejoindre. Mais tout d'un coup, le train s'arrête complètement. Parce qu'avant que ma mère me mette sur le marchepied, il y avait des personnes qui avaient sauté, dont une femme. Et c'est pour ça que les nazis viennent tout d'un coup dans ma direction en tirant des coups de feu. Parce que moi, j'étais plutôt en fin de convoi, avec mon numéro 1234. Et ils viennent dans ma direction en tirant des coups de feu. Alors, ma première idée, c'était de courir en avant et remonter dans mon wagon pour rejoindre ma mère et ne pas être pris en faute. Mais pour faire ça, je devais aller à leur rencontre. Alors tout d'un coup, dans un moment inexplicable, un réflexe, j'ai tourné à gauche et j'ai commencé à courir. J'ai couru toute la nuit dans les bois et les champs. Je leur ai échappé de justesse, parce qu'au moment où j'ai commencé à courir, j'entendais des coups de feu à hauteur de mon wagon. J'ai couru toute la nuit dans ces bois. Et j'étais tout seul. Et je me disais, sauter c'était facile, mais comment faire maintenant? Où suis-je? Suis-je déjà en Allemagne ou encore en Belgique? Mais je savais, comme Louveteau, qu'il faut se débrouiller. Et je savais que je pouvais dire à personne d'où je venais. On ne sait jamais, j'aurais pu tomber sur un ami des nazis. J'avais compris ça. Et le matin, je suis arrivé dans un petit village. Je vais dire tout de suite où j'étais. J'ai sauté dans le Limbourg. C'est-à-dire après Louvain, après Tirlemont, après Saint-Tron, mais avant Tongres, à hauteur d'un village, de deux villages, Kuttekoven et Berlingen, non loin d'une ville, Borglone. Là, j'ai sauté. Et j'ai arrivé au petit matin à Berlingen. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais enfin, j'étais là. Et j'ai choisi une maison qui m'inspirait confiance. Parce que les belles maisons, les grandes maisons, les châteaux étaient souvent occupés par les nazis. Et j'ai choisi une petite maison d'ouvriers. J'ai sonné. Et une dame est arrivée. Elle s'est montrée étonnée. Elle voyait devant elle un petit gamin, plein de boue, des vêtements déchirés. Il pouvait être 6-7 heures du matin. Alors je lui ai dit ceci. Madame, j'ai joué près d'ici, à Kuttekoven, parce que j'avais vu le panneau, avec des enfants, et je me suis perdu. Et je retourné chez mon père à Bruxelles. Parce que mon père vivait encore. Hein. Il est mort qu'après la guerre, en juillet 1945. Et là, on est dans la nuit du 19 au 20 avril 1943. Cette dame ne se pose pas de questions, elle appelle son voisin. Il me prend sur son vélo et me conduit quelque part. Et me dépose dans le salon d'un monsieur. Et quand je vois ce monsieur, avec son uniforme, son revolver, un gendarme belge, j'ai été pris d'une terreur terrible. Je me disais, celui-là va me ramener à la Gestapo. Et me demandait tout le temps qu'est-ce qui s'est passé, car il ignorait l'histoire du train, évidemment. Et je répondais toujours, j'ai joué, je me suis perdu. Il ne me croit pas. Il prend son vélo, il va à la gare. C'est la gare de Borglone. Il apprend l'histoire du train. Il revient. Et ce monsieur m'a dit ceci. Je sais tout. Tu étais dans le train des Juifs qu'on emmenait en Allemagne. Il ne savait pas encore que tu étais en Pologne. Tu t'es sauvé. Tu ne dois pas avoir peur. Je suis un bon Belge. Je ne vais pas te dénoncer. Entendant ces mots, je suis tombé dans ses bras en pleurant, en lui parlant de ma mère, en avouant
sa femme m'a donné à manger et un bain parce que j'étais plein de boue. Et comme je voulais rentrer à Bruxelles absolument, et que je vais le faire en train, je n'allais pas faire ça à pied, et que je vais être habillé correctement parce que mes vêtements que j'avais de ma ligne étaient complètement hors d'usage. Et je voulais être habillé correctement pour ne pas me faire embarquer dans le train. Cette dame m'a donné le costume de son petit garçon. Ils m'ont conduit à une autre gare par sécurité, Kortenbosch, sur la route de Hasselt. J'ai pris le train. Miracle, pas de contrôle en tout cas dans mon compartiment. Je suis arrivé à la gare de Schaerbeek. Et là, j'avais déjà des projets de fuir par l'arrière la gare. Mais je jette un coup d'œil à travers la salle des pas perdus et je vois qu'il n'y a pas de contrôle. Je suis sorti de cette gare. J'avais réussi. J'avais réussi à m'échapper d'un train qui était un train de la mort, mais je ne savais pas. Et à traverser une partie importante de la Belgique occupée en me sentant traqué. Et j'avais 11 ans. C'était incroyable, mais c'est comme ça. Et ce qui était incroyable aussi, et je dis que c'est le hasard qui gouverne le monde, parce que j'ai sauté et je suis tombé au hasard chez un monsieur, un gendarme, dont le frère était un résistant qui a été fusillé par les nazis à Brendonck. C'est pas extraordinaire, ça? En fait, ta maman et ta sœur, hélas, vont périr gazées à Auschwitz. Tu rejoins, toi, ton papa, vous allez vivre cachés séparément à Bruxelles, mais sachant que l'un et l'autre, vous êtes vivants. À l'issue de la guerre, quand ton papa apprend que ta sœur et ta mère ne vont pas revenir, tu l'as dit, en juillet 1945, il meurt. Désespéré. Et toi, tu restes seul. Seul au monde. En fait, à partir de là, tu dois te prendre en main. Qu'est-ce qui va faire de toi, de ce jeune gaillard de 14 ans qui a échappé à ça, qu'est-ce qui va faire de ce jeune gaillard de 14 ans un futur docteur en droit de l'Université libre de Bruxelles? Pendant 2 ans après la guerre, j'ai été recueilli dans une famille d'accueil. De braves gens. Mais à 16 ans, c'était plus possible pour moi de rester là. Alors j'étais habité dans la maison de mes parents d'Etterbeek, dont j'avais hérité. J'avais au 3e étage une petite chambre. J'avais 3 locataires qui me payaient un loyer. Avec cet argent, j'ai payé mes études. Je voulais absolument faire des études. Continuer le chemin que ma sœur et mes parents m'avaient donné. Je voulais faire des études et mener une vie dont mes parents auraient été contents. Et c'est ainsi qu'à 23 ans, j'étais docteur en droit de l'ULB et avocat au barreau de Bruxelles. Et je le suis encore maintenant. On va revenir sur cette trajectoire ensuite, mais tu vas aussi, non pas découvrir le piano, parce que ta sœur qui était pianiste t'avait habitué au piano, mais tu vas te mettre au piano, quoi, pour le souvenir d'elle? Tu es un autodidacte du piano. Ma sœur, donc, était une grande pianiste. Et moi, j'adorais ma sœur. En pensant à elle intensément, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, je suis devenu pianiste de jazz. Un autre miracle. Ma vie n'est faite que de miracles, parce que je n'ai pas appris. Je ne sais pas lire une partition, encore maintenant. Donc, je suis autodidacte, évidemment. Et le jazz, pour moi, après la guerre, a été un facteur d'équilibre et d'intégration. Et le jazz, c'est toute ma vie. Oui, tu continues à en pratiquer beaucoup. Ah oui, j'en fais encore maintenant. Tu as réussi à jouer, d'ailleurs,
aux côtés de quelques personnalités étonnantes. En fait, Simon, tu vas en fait te taire sur cette aventure de guerre jusqu'à ce que quelqu'un d'autre, qui est Maxime Steinberg, ne te dise à un certain moment, les témoins commencent à devenir rares, tu dois parler. Pendant 60 ans, j'ai presque jamais parlé de ce drame. C'était pas un secret, mais j'en parlais pas. Pour différentes raisons. Si j'avais constamment parlé de ça, en remuant ces événements difficiles, je serais tombé malade, j'aurais fait une dépression. Et puis, je me sentais coupable. Pourquoi eux sont morts et moi je vis? Ensuite, personne ne m'interrogeait. Ça n'intéressait personne. Et moi, j'avais peur d'embêter les gens. Je voulais vivre pour le présent et l'avenir, pour la joie et l'amitié, réussir ma vie, être heureux. Je ne parlais pas de tout ça. Ça n'intéressait personne. Et puis j'étais un peu honteux d'avoir subi ce drame. Honteux? Honteux. J'estimais que, comme jeune avocat, dans un milieu quand même assez privilégié, j'aurais été déforcé dans ma carrière que de signaler à tout le monde que j'étais une victime des nazis. Et en tout cas, victime juive des nazis. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore de l'antisémitisme? Non, c'est pas ça. Je parle pas d'antisémitisme, je dis ça m'aurait déforcé dans ma volonté de réussir ma vie professionnelle. C'est pas la peine de parler de ça. C'est comme si j'avais demandé un privilège. Donc je voulais pas tout ça. Donc j'en parlais pas. Seulement, à la fin du siècle dernier, des gens sont venus me trouver, notamment un historien comme Maxime Steinberg, un écrivain, c'était Fulek Ringelheim, dont le père a été déporté et qui était avocat et magistrat. Un grand résistant, c'était Robert Korten, un président du Heemkring de Boortmeerbeek. Un Heemkring, c'était un cercle d'histoire locale. Et enfin, un éditeur, c'était Luc Pire, qui me téléphone et qui me dit « J'ai appris votre histoire, si vous l'écrivez, je la publie. » Et ces gens me poussent à écrire. Moi, j'avais toujours voulu remettre ça au lendemain, je n'aurais jamais fait. Pour écrire ça, ça a été une douleur pour moi. Il y a des pages de mon livre qu'aujourd'hui, je n'ose pas lire. Et pour ça, je trouve qu'il faut être poussé à le faire. De moi-même, je n'aurais peut-être pas fait. Jamais. 60 ans de silence. Et ce livre, je l'ai fait. Il est sorti, le premier livre est sorti en 2002. Depuis lors, moi, je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. Sauf qu'au piano, j'ai fait quand même des progrès. Ça, c'est vrai. Il était temps. Mais ma vie a changé. Mais je dirais que la musique, le jazz, ça a été fondamental dans ma vie. C'était vraiment très important. Mais ma vie a changé. Parce que depuis lors, je suis appelé en effet un peu, pas seulement en Belgique, mais ailleurs, à expliquer tout ça. À expliquer tout ça aux gens. C'est mon rôle, c'est ma mission, c'est mon devoir d'informer les gens, surtout les jeunes. Et c'est passionnant. C'est un privilège de faire ça. Est-ce que le Simon Gronowski d'aujourd'hui, ou le Simon Gronowski qui, à partir de 2002, témoigne, revient sur ce passé douloureux, est-ce que ce Simon Gronowski-là a de la haine?
J'ai été très malheureux. J'avoue que j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Mais j'ai jamais eu de haine. Parce que la haine, c'est une maladie. Et j'ai jamais eu cette maladie-là. J'ai jamais eu de haine. La haine, d'abord, ne rend pas la vie des proches. Et deuxièmement, la victime ne peut pas éprouver de la haine pour le criminel, car c'est se mettre au niveau du criminel. Et moi, je me mets au-dessus des nazis. C'est pour ça que j'ai devenu avocat, par orgueil. C'est une façon pour moi. La haine est morbide. J'ai pas de haine, moi. J'ai plutôt de l'amour, l'amitié, la tendresse. J'aime les gens, j'aime les jeunes. Non, la haine. Le mot pardon, c'est un mot très fort. Je sais qu'il te tient à cœur, Simon. Oui. Lorsque, avec Konrad Tinel, vous êtes reçu docteur honoris causa conjointement de l'ULB et de la VUB, tu nous expliques qui est la famille Tinel par rapport à toi. Ah, c'est un chapitre nouveau, mais fondamental dans ma vie. En 2012, je reçois un coup de téléphone d'un garçon de 16 ans que je ne connais pas. Et il me dit simplement, est-ce que vous êtes d'accord de rencontrer le fils d'un nazi? J'étais étonné, parce que ce n'est pas mon genre de fréquentation. Mais j'ai accepté. Et j'ai rencontré Konrad Tinel. Konrad Tinel avait 6 ans quand les nazis ont attaqué la Belgique en 1940. Et il n'est pas responsable du fait que son père était un flamingant de Gand qui adorait Hitler et qui a envoyé ses fils aînés dans les Waffen-SS comme volontaires. Un Waffen-SS, c'est quelqu'un qui apprend d'abord à tuer, à obéir à tout ordre. On disait à un enfant, à un Waffen-SS, tue cet enfant, il le tue tout de suite, comme un robot. Et il apprend aussi des tailles. Il apprend beaucoup de choses, mais il apprend à haïr les Juifs. Ça, c'est la formation. Le père Tinel, ce qui était nazi, flamand, de Gand, a envoyé ses 2 fils aînés dans les Waffen-SS. L'aîné est allé au front de l'Est. Et l'autre jeune est devenu auxiliaire à la Gestapo. L'aîné s'appelait Eric, le plus jeune s'appelait Walter. Walter est devenu auxiliaire à la Gestapo. Et à ce titre, gardien à la caserne d'Austin où j'étais détenu. J'ai rencontré Konrad Tinel, j'ai accepté de le rencontrer. Et quand il m'a vu, il m'a dit, quand j'ai lu votre histoire, j'ai pleuré. Parce que son père à lui est mort dans les années 60 sans avoir jamais changé ses idées, ni regretté ses crimes. Donc pour lui, pas de pardon. Pour lui, laissons le pardon de côté pour l'instant. Le père était comme ça. Mais Konrad était un enfant. Et il est mort, le père, en léguant sa culpabilité sur le dos de Konrad. Et Konrad a également porté, comme par hasard, pendant la même période que moi, pendant 60 ans, ce silence. Et comme c'est un grand artiste, peintre, sculpteur, dessinateur, il a publié un livre à la même époque que moi, où il dévoile le passé noir de sa famille et le fait d'une façon sincère et courageuse. Et je rencontre Konrad et il me dit, quand j'ai lu votre histoire, j'ai pleuré.
Et j'ai répondu, les enfants des nazis ne sont pas coupables. Ces mots tout simples, spontanés, évidents, ça lui a fait un certain effet, car ça lui venait d'une victime des nazis. Et c'est ainsi que notre amitié est née. Maintenant, je dis simplement, Conrad, c'est plus que mon ami, c'est mon frère. Et puis l'année suivante, en 2013, il me dit, mon frère connaît ton histoire, il veut te voir. Ce frère Walter, qui était mon gardien, mon geôlier nazi à Malines, qui à la pointe de son fusil m'a conduit dans le wagon de la mort, ainsi que ma mère et ma sœur, et tant d'autres gens, parce qu'il a travaillé plusieurs mois dans cette caserne. Il veut me voir. Et j'ai accepté de voir Walter Tinel. Et quand j'ai vu Walter Tinel, j'ai vu un homme qui me paraissait malade, très vieux. C'était en 2013, donc, au début 2013. Et il me suppliait. Il implorait mon pardon. Il disait, je voulais vous voir pour vous demander pardon, car je regrette ce que j'ai fait. Je me repens. Et je sens la mort venir. Avant de mourir, j'ai besoin de votre pardon, me dit-il. Alors que moi, je sentais qu'il était sincère. Je sentais qu'il n'avait aucun intérêt matériel à demander pardon, sauf soulager sa conscience. Je lui ai pardonné. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai pardonné. Et ce pardon lui a fait du bien, à lui, mais à moi aussi. Ça l'a soulagé, ça m'a soulagé aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Le pardon, c'est quelque chose de formidable, enfin. Avec ce pardon, tu avais un pouvoir sur lui. Je n'ai jamais exercé de pouvoir sur lui. Mais quelques mois plus tard, je ne sais plus, lors d'une réunion de famille chez Conrad, il habite dans le Brabant flamand, et j'étais invité, et la femme de Walter était là. Elle me dit, mon mari est à l'hôpital, est-ce que vous ne voulez pas lui écrire quelques mots? J'ai écrit ceci. Cher Walter, le passé nous a séparés, le présent nous unit. Je t'aime de tout mon cœur. J'ai écrit ça. Je sais pas si j'ai eu tort, raison, mais j'étais sincère. Voilà, alors, le pardon est important. Il y a des gens qui n'étaient pas contents que j'ai pardonné à un ancien nazi, qui étaient fâchés sur moi. Ben, entre nous, ça m'est égal. Ça me laisse indifférent. C'est mon droit. C'est moi la victime et j'ai le droit d'accorder mon pardon, oui ou non. Et en fait, dès le moment où le criminel demande pardon, un philosophe français, Jacques Derrida, a écrit « Celui qui demande pardon est déjà autre. » Parce qu'un vrai nazi ne va jamais demander pardon à sa victime. Il sera fier de son crime, il voudra recommencer. Mais celui qui vient demander pardon, si j'avais refusé, j'aurais maintenu la haine des deux côtés. Et les gens qui sont fâchés sur moi, parce que j'ai pardonné, souffrent encore maintenant. Et sont encore malades. Ils sont malades encore. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est moi qui décide qui je pardonne et qui je ne pardonne pas. On va approcher de la fin de notre entrevue, mais je voudrais encore te demander ceci, Simon. La guerre est revenue pour l'instant sur le sol européen, en Ukraine. Et on sent aussi dans bon nombre de pays les extrêmes sur le plan politique qui reprennent force et vigueur.
Est-ce que quelque part tu te dis, malgré les témoignages, malgré les paroles qui se sont libérées, malgré tout ce que tu as pu accomplir, est-ce que tu te dis, je crains pour les générations qui viennent qu'elles ne connaissent à nouveau ce que j'ai connu? Moi, j'ai été victime, en fait, de l'extrême droite. Parce que l'extrême droite est le berceau du fascisme, du nazisme, du racisme, de l'antisémitisme, le berceau de la haine. Il faut combattre l'extrême droite. Comment? Il y a deux manières. D'abord, c'est le devoir de mémoire. Ce sont deux moyens pacifiques. Et le devoir de mémoire est essentiel. C'est une façon de combattre l'extrême droite. Et deuxièmement, par le vote. Par exemple, en Belgique, tous les partis sont démocratiques, sauf un, le Vlaams Belang. Ne votez pas pour le Vlaams Belang. Et ne votez pas pour Le Pen. Ça, c'est une règle. Et moi, je dis aussi que la mémoire des crimes nazis ne dépend pas des témoins. Parce qu'ils vont tous disparaître. Moi, je vais disparaître. On est tous condamnés à disparaître. La mémoire dépend des historiens, des documents d'époque, des films d'époque, de la mémoire collective. Mais pas des... Mais tant mieux si un témoin peut encore parler maintenant. Mais un jour, ils vont disparaître, mais la mémoire va rester. Et que ça ne se reproduise plus jamais. C'est pour ça, l'histoire et mon témoignage a pour but que ça ne revienne jamais. Mais je n'apporte pas un message de chagrin, mais un message d'espoir et de bonheur. Parce que je dis à tout le monde, et surtout aux jeunes, que la vie est belle, mais que c'est un combat permanent, la vie. La vie est belle, mais que personne n'est à l'abri de l'épreuve. Mais quand elle se présente, l'épreuve, il faut l'affronter avec courage. Il faut la surmonter. Toutes les épreuves. Il ne faut pas sombrer dans la mélancolie. La fidélité qu'on doit aux personnes, aux proches disparus, c'est d'être heureux, parce que c'est ça qu'ils auraient voulu. Et je voudrais aussi dire que malgré les événements tragiques du passé, tels que ceux que j'ai connus, et je connais des gens qui ont souffert plus que moi, et malgré les événements tragiques d'aujourd'hui, à laquelle tu fais allusion, et des conflits qui existent aujourd'hui, malgré tout ça, parce qu'actuellement encore, dans le monde, il y a des hommes qui souffrent, et des peuples qui souffrent. Moi, je garde ma foi dans l'avenir, car je crois en la bonté humaine. Malgré tout. Oui, je viens de le dire, malgré tout. Je n'ai qu'un mot à dire. Vive la paix et l'amitié entre les hommes. Merci Simon.